Bienvenue au cours, maintenant la 11e semaine. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses et j'espère que vous avez reçu les slides que j'ai envoyés hier. Donc je commence par regarder les transparents. Comme d'habitude, s'il y a un pépin, criez fort et je vais corriger le problème. Donc on va commencer par parler des message protocols. Donc c'est avec les port objects, on va faire des protocoles entre les différents agents, des port objects. Après, il y a deux autres choses qu'on va regarder aujourd'hui. Il y a d'abord, je voudrais introduire un sujet très intéressant qui est le garbage collection, qui n'a rien à voir spécialement avec le message passing. C'est quelque chose qui est vrai pour tous les paradigmes, mais c'est un sujet important et on va pouvoir complètement expliquer, comprendre le garbage collection et comment ça marche. En bon français, ça s'appelle le ramassage de miettes. J'ai aussi entendu des gens parler de glaneur de cellules, mais bon, moi je préfère ramassage de miettes. Et enfin, on va regarder un troisième sujet, c'est le meilleur protocole pour la programmation concurrente, c'est le Deterministic Data Flow with Ports. En fait, c'est le même langage noyau que message passing, mais on va essayer de minimiser le nombre de ports. Dans le message passing, on crée des port objects et on peut les manipuler, les multiplier beaucoup, mais maintenant on va essayer de les minimiser. On va rester en deterministic data flow le maximum possible et ajouter le minimum nombre de ports pour garder au maximum les avantages de deterministic data flow. Donc pour moi, c'est le meilleur paradigme. Il y a encore peu de langages qui le soutiennent, mais dans quelques années, ça va peut-être changer. Donc, je vais passer rapidement dans le chat. Donc, est-ce que c'est clair ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, je vais maintenant regarder les message protocols. On va regarder ça d'abord et après, on va passer à regarder le garbage collect. Donc, je prends les slides. Donc, le message protocols. Donc, on a des port objects qui s'envoient des messages. Mais comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'ils s'organisent entre eux? Eh bien, ils s'organisent avec des protocoles. Ce sont des séquences de messages qui ont un sens. En fait, une séquence de messages, mais qu'on peut comprendre à un niveau plus élevé, qui ont un autre but que de simples messages. Ils font une sorte de collaboration. Donc, on va regarder plusieurs message protocols de base et comment les programmes, et vous allez voir, il y a quand même quelques subtilités là-dedans. On va les faire avec des port objects, et tout ça, c'est dans la section 5.3 du livre. Donc, voici une figure qui montre plusieurs message protocols. On va commencer par un protocole simple qu'on peut appeler RMI, Remote Method Invocation. C'est comme le Java RMI. Après, on va l'étendre pour le rendre asynchrone. Vous allez voir comment ça marche, le Asynchronous RMI. Après, on va l'étendre pour faire ce qu'on appelle un callback. Ça veut dire que le serveur qui va rappeler le client pendant que le client a déjà envoyé une requête. Et enfin, on va voir la chose la plus compliquée. On va combiner l'asynchronicité, asynchronous, avec le callback. Et vous allez voir, c'est pas totalement évident. Si on regarde le diagramme ici qui montre les messages, vous voyez, il y a plein de messages qui se passent dans le sens. Pourtant, c'est un protocole qui conceptuellement est très, très simple. Donc maintenant, je vais commencer par écrire du code pour ça.
Donc, voilà, je vais passer sur l'écran qui montre le code. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Attendez. Oui, bon, il y a une petite question. Donc, avant de passer sur le message protocol, je vais répondre à la question. J'ai parlé de quelques cours sur Erlang. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, tout à fait. Les deux cours qui vont suivre la semaine prochaine et la dernière semaine seront tous les deux sur Erlang. La semaine prochaine, on va avoir un cours entier qui donne une introduction à Erlang et on va exécuter de l'Erlang dans le système. Et la dernière semaine du cours, la semaine 13, on va faire de la programmation répartie, distributed programming sur Erlang, qui est très simple en Erlang, vraiment très simple, et je pense que c'est une très très bonne manière de vous introduire à ça. Donc Erlang, c'est toujours d'actualité, et c'est en fait une suite logique au message passing, parce que Erlang utilise le message passing. Je vais maintenant regarder. Voilà. Voilà. Donc, normalement, vous voyez maintenant l'écran avec le code. Je vais faire un peu de code sur le message passing. On ne voit pas votre écran. Ah, vous ne voyez pas mon écran. Ok, alors je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que j'ai normalement... je l'ai donné, je l'ai dit. Je l'ai dit avec... Ah oui, je vois. Pourquoi on ne voit pas? Ah oui, je vois ce qui se passe. Ok. Non, c'était un simple problème de scrolling. Il y avait trop de trucs et l'écran n'était pas directement visible. Donc maintenant, vous voyez l'écran. Je vais vous donner un code de message passing. Je vais d'abord... je ne vais pas passer trop de temps à écrire de code, donc je vais faire un peu de copier-coller. Je vais d'abord vous définir un stateless port object, l'abstraction. Comme ça. Vous voyez ici qu'on va définir une fonction newPortObject2 avec une procédure qui est exécutée pour chaque message. Donc on a donc un thread ici qui va pour chaque message exécuter la procédure. Donc c'est un simple stateless port object. Je vais définir ça. Et maintenant je vais commencer par définir le RMI simple, le RMI, et je vais définir un client et un serveur. Donc, je vais définir un serveur. Voilà, d'abord. Ici, on a un petit serveur proc, qui va faire un simple calcul. Vous voyez, il reçoit un message calc x, y, et il va calculer y égale une formule. Et je vais créer un serveur qui n'a pas un port-object sans état. Donc, je vais compiler ça. Et on peut le tester aussi. Donc, je vais faire un petit test. Donc, ici, je fais un send. Je vais envoyer calc 1.0 y au serveur et je vais afficher les y pour voir ce que ça donne. Et vous voyez que ici à gauche, on a 237.3. C'est le résultat. Donc ça, c'est un simple serveur. On va maintenant définir un client qui fait un simple envoi de message. Vraiment un protocole simple. Donc ici, on a le protocole client. Il y a un message qui reçoit. Ça, c'est work. Ça, c'est ce que moi, l'être humain, donne au client pour que lui, il envoie des messages au serveur. Il va envoyer un premier message calc au serveur. Il va attendre le résultat, Y1. Donc, le résultat, il vient dans l'autre direction. Après, il fait un deuxième.
et il attend et après il fait un calcul Y. Donc je vais définir ça. Et maintenant, avec ça, je peux faire un exemple du client. J'ai donc un client. Je vais faire send client work Y. Pour faire ça, je dois donc déclarer Y et je peux afficher Y. Donc en fait, c'est moi qui envoie le message work au client et lui, il va donc faire 2 allers-retours au serveur. Vraiment très simple. Et après, il va afficher le résultat chez moi qui est ici 479.6. Donc ça, c'est un simple synchronous par rapport à asynchronous. Synchronous, synchrone, un RMI synchrone. Donc ça, c'est la base. C'est vraiment quelque chose de très simple. Donc un client, un serveur. On va maintenant passer à un asynchronous RMI. Ça veut dire que le client va envoyer un message sans attendre le résultat. Il peut donc envoyer plusieurs messages sans attendre le résultat. Donc si je vais vous donner le code de ça, ici, j'ai défini une procédure du client. Il fait un send, il va envoyer un message calque, il va faire un deuxième envoi, mais il n'attend pas le premier résultat avant d'envoyer le deuxième résultat. Donc l'envoi est asynchrone. Ça veut dire qu'il n'attend pas le retour avant de continuer. Donc l'exécution de ce send est presque instantanée. C'est très, très bref. Et il fait un deuxième send. Et après, il attend les 2 résultats. Donc si je définis ça, je peux obtenir presque le même résultat qu'avant que la version synchrone. Donc je prends l'exemple que j'ai fait avant, je fais un send client de work et je fais browse et vous voyez que en principe le résultat va être exactement le même, 479.6. Donc vous voyez, entre le synchrone et le asynchrone, le résultat, c'est le même. Alors, quel est l'avantage? En fait, il y a un avantage sur l'asynchrone, c'est que les 2 messages se chevauchent et les 2 messages sont envoyés quasiment en même temps. Donc, si on doit faire un aller-retour réseau, le asynchrone, il est 2 fois plus vite parce qu'il ne doit faire après un aller-retour, plus un epsilon. Hein. Les 2 messages se suivent très, très petite proximité et les 2 retours viennent et le serveur, il ne voit aucune différence. Ça veut dire que du point de vue du serveur, il voit un client lui envoyer un message, il fait un calcul, il voit un autre message du client, il fait un calcul. C'est juste que le temps n'est pas exactement le même, mais sinon il n'y a aucune différence. Donc vous voyez que l'asynchrone est très très utile. Le programme, le texte du programme est quasi le même. Le serveur, il n'y a aucune différence dans son code. Et pourtant, on a doublé la vitesse. Donc vous voyez l'avantage de l'asynchrone. En fait, synchrone, ça introduit une dépendance. On attend le retour avant d'envoyer les messages suivants. Ce n'est pas nécessaire dans ce cas. Il y a beaucoup de cas où ce n'est pas nécessaire. Donc un RMI qui par défaut synchrone, ça a un surcoût, ça introduit trop de dépendance. Donc je vais passer sur le slide pour vous montrer comment ça marche. Donc, vous voyez, ici, en fait, j'ai montré ceci. Asynchronous RMI, on voit les 2 sends ici. Là, on a mis une certaine distance, mais en fait, ils sont tout près. Et il n'y a qu'un seul aller-retour au lieu de 2 allers-retours. Donc, vous voyez que si le langage soutient des choses asynchrones, que c'est un avantage de faire comme ça. Donc, ça, c'est pour vous montrer l'asynchrone.
Ça va? Je passe un petit moment. OK. Ça va? OK, il n'y a pas de questions dans le chat. Je vais continuer maintenant pour vous montrer le callback. Donc, je vais faire un autre protocole qui est un protocole très utile. C'est un protocole où les clients envoient un message au serveur, mais le serveur, pour faire son travail, il a besoin d'une petite information du client. Donc, pendant que le client attend le résultat, alors le serveur va envoyer un petit message au client et retourner, et après, retourner et donner le résultat principal. Donc, je vais vous définir ça. Donc, voici un serveur. Donc, vous voyez comment ça passe. Le serveur reçoit un message calque du client, donc comme l'exemple précédent. Mais il y a un troisième argument, c'est l'identité du client, parce que le serveur, pendant qu'il fait son calcul, il envoie un petit message. Là, je dis delta. Supposons que chaque client a un petit nombre qui peut changer d'un client à un autre et dont le serveur a besoin. Donc, le client voit la demande de faire un calcul. Le serveur demande au client quel est votre petit delta. Après, le serveur peut terminer le travail. Donc, après, il fait son calcul. Et vous voyez donc le serveur, pendant qu'il fasse son calcul, il doit envoyer un message au client et revenir attendre le résultat. Donc ça, c'est le serveur. Je vais compiler ça. Je vais prendre le client maintenant. Le client, il va donc avoir un autre message ici. Vous voyez ici la procédure du client. Il a toujours le message work. Donc pour initier le travail, le client envoie une demande de faire un calcul avec un résultat Y. Il envoie sa propre identité parce que comme ça, si le serveur reçoit des messages de plusieurs clients, il peut faire la demande au bon client. Et il y a un deuxième message ici qui comprend, c'est le delta. Alors on suppose qu'il a un petit delta 0.1, mais d'autres clients pourraient avoir un autre chiffre. Donc je vais définir ça. Oups, comme ça. Et donc maintenant, on peut faire un exemple de ça. On va faire envoyer un work. Donc là, je l'ai appelé Z parce que le client ici, il envoie un petit calcul et on va supposer qu'il fait un petit travail avec le résultat. Donc dans cet exemple-ci, l'envoi de la demande au serveur, ce n'est qu'une partie d'un travail plus grand. Le client, il fait d'autres choses après. Donc ici, Z égale Y plus 10. Donc le résultat final, c'est Z. Donc on va envoyer au client, on va envoyer work Z, et faire un browse de Z pour faire le résultat. Voilà. Et j'envoie ça. Et ça ne marche pas. Vous avez compris, là je vous ai tendu un petit piège. Ce programme, il est un peu buggé. Ce programme, il ne fait pas correctement le callback. Alors, en fait, c'est un bug structurel. Tout ce que je vous montre ici est correct. Tout ce que vous dites, vous voyez là, fait exactement ce qu'on peut attendre qu'il fasse. Mais il y a un problème structurel ici. Il y a une erreur fondamentale dans la façon dont je fais le callback. Vous voyez quel est le problème? En fait, le serveur, il a un thread. Le client a un thread. Le serveur, dans son thread, reçoit des messages et répond. Le client, dans son thread, reçoit des messages et répond. Donc, il y a un thread. Mais un thread, c'est une unité d'attente. On voit qu'ici, le client envoie un message au serveur, mais
Après, il a besoin du Y pour faire ça. Donc, le client attend à l'intérieur du message. Mais ça veut dire que le thread du client, il est bloqué. Il ne marche pas. Donc, ce thread, le thread du client est bloqué à l'intérieur. Et donc, il ne va jamais recevoir le message delta. Hop, c'est un bug. Donc, cette version, c'est buggé. Voyez le bug? Vous avez une idée comment corriger ça? Je passe rapidement au chat. Je vois un message. Une question. Les appels asynchrones sont dans un même thread. Ah, c'est une question sur l'asynchrone. Donc, les envois asynchrones, les appels asynchrones sont dans un même thread. C'est comme le RMI, on n'exécute pas les deux appels en même temps. Non, un appel, donc un send, ça prend un petit temps. On fait un send et après, on fait un deuxième send. Mais les deux messages sont déjà partis, sont déjà envoyés à l'autre thread, le thread du serveur. Donc, dans un RMI classique, on attend, c'est comme un appel de procédure. Hein. Une méthode, c'est comme une procédure. On appelle, on attend le résultat avant de continuer. Donc, ici, on n'attend pas. Mais pour le callback, vous avez vu que le client, il envoie un message au serveur et après, le client attend pour faire un petit calcul. Et en attendant ça, le serveur, il envoie le delta au client, mais les clients sont très occupés. Donc, il ne peut pas répondre au delta, donc c'est un deadlock. Vous voyez que c'est un problème. Donc, pour faire un callback, il faut faire autre chose. Vous voyez ça? Je vais revenir. Je reviens ici. Comment est-ce qu'on va corriger ce problème? Donc, ce client, il est buggé parce qu'il a un thread qu'il attend ici, dans Y plus 10.0, et le serveur ne doit pas faire un delta. Donc, la façon de corriger ça, il y a plusieurs façons de corriger ça. Je vais vous donner la façon la plus simple. La façon la plus simple, c'est de créer un autre thread. Un thread, c'est une unité d'attente. Hein? Moi, j'aime bien raconter que si Bill Gates est dans une réunion, il veut un Big Mac, il ne va pas aller au McDo, il va demander à son butler fidèle d'aller faire la queue au McDo pour lui. Donc, le butler attend à sa place. Donc, ici, c'est pareil. Pour que le thread du client ne soit pas bloqué, il faut créer un autre thread. Donc, en fait, je vais donc faire une version corrigée, ici, fix. En fait, cette opération, z égale y plus 10, on va la mettre dans un autre thread. Mais qu'est-ce qui nous garantit que ça ne va pas changer le résultat? Eh bien, le calcul à l'intérieur, ici, il est complètement déclaratif. Donc, on va utiliser concurrence pour le nul. Ce calcul ne va pas changer son résultat si on le fait dans un thread ou pas. Donc, on peut le mettre dans un thread tranquille. Donc, on peut, comme ça, quand le client envoie le calque, il revient, il crée un autre thread, et c'est l'autre thread qui attend z égale y plus 10. Et donc, le thread du client continue et attend le message suivant. Vous voyez? Donc, comme ça, on a une solution. Donc, je vais maintenant vous montrer comment ça marche. Donc, voilà. Ici, je garde le même serveur. OK? Parce que le serveur, là, il va toujours envoyer les delta. Ce n'est pas un problème. C'est juste le client qui est changé. Et là, je vais faire quelque chose. Aïe! Et ça ne marche pas. Là, j'ai fait quelque chose un peu exprès. En fait,
le programme ici, il est correct. Il n'y a pas de bug. Pourtant, je l'essaye et ça ne marche pas. En fait, c'est un exemple d'un bug dans le développement de programmes concurrents, d'un bug qui arrive souvent. Donc, je vous montre cet exemple. Vous pourriez remarquer ça. Quand vous faites vos propres programmes concurrents, il faut guetter ce problème. Parce que c'est un problème de gestion. Le code, il est correct. Le code du client est correct. Le code du serveur, ici, il est correct aussi. Tout le code est correct. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Si tout le code est correct, en fait, c'est très simple. En fait, il y a un historique. C'est parce que le serveur est encore bloqué de l'appel précédent. En fait, le système concurrent a un historique. Donc, le serveur, il est bloqué. Donc, si j'envoie un nouveau message au serveur, il ne va rien faire, il est bloqué. Donc, ce n'est pas que le code il est correct. C'est que le serveur existant est bloqué. Donc, la façon de corriger ça, c'est de redémarrer tout le système à partir de rien. Donc, je recrée un serveur, je recompile un nouveau serveur qui n'est pas bloqué. Et là, je vais faire un nouveau client qui utilise le nouveau serveur. Et là, et maintenant, normalement, ça va marcher. Et on voit le résultat, 135.01. Vous voyez ça? En fait, c'est un exemple d'un bug dans le développement des programmes concurrents. Il faut faire très attention quand on teste un programme concurrent parce qu'il y a plein de petits bouts et il y a parfois des vieux bouts buggés ou bloqués qui traînent dans le système. Donc, il faut mieux redémarrer le système complètement à chaque fois qu'on fait une correction. OK? Je repasse un instant sur le... Ah! Il y a quelqu'un dans le chat qui a montré que Bill Gates, il fait la file comme tout le monde. Ouais, mais à mon avis, c'est pas tout le temps qu'il fait ça. Il y avait bizarrement une caméra disponible pour lui prendre en photo. Donc, oui, ok. Donc, d'accord. Mais je comprends, Bill Gates, il ne fait pas toujours dans les demandes aux serviteurs. Il fait parfois les choses lui-même. Ok, très bien. Je repasse au transparent. Donc, voici ce que nous avons vu. On a donc vu le asynchronous RMI. On a vu le RMI with callback. On a vu ces deux-là. Et maintenant, on peut les combiner pour faire asynchronous RMI with callback. Ça, c'est un code un peu plus compliqué. Pas très, très compliqué. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs threads qu'on va créer pour que les choses vont bien. Et sinon, ça va marcher très bien. Je vais vous laisser ça comme exercice, mais si vous voulez tricher, l'exemple est dans le livre. Mais je vous conseille de prendre le code de asynchronous RMI et de RMI with callback et d'essayer de combiner. Tu fais un RMI with callback, essayez de le rendre asynchrone. En fait, vous allez voir que il y a des blocages qui vont être créés et qu'on pourrait ajouter des threads pour les éliminer. Un peu comme dans le callback tout court. Donc, si on veut les rendre tous asynchrones, il y aura d'autres blocages. En fait, ce sera un blocage chez le serveur. Donc, ça, c'est un bon exercice. Donc, je vous conseille de faire ça. Donc, voici pour le message passing. Il y a d'autres techniques du message passing. Je vais passer au chat. Il y a d'autres techniques de message passing qui n'utilisent pas des threads. Le callback, on peut aussi faire callback avec continuation. Ça veut dire que le client ne va pas attendre au milieu, mais sa méthode, on va les couper en deux et
et on va les connecter. Donc, il y aura deux petites méthodes. Et quand la première méthode se termine, après, il va faire la deuxième. Et pour que la deuxième marche bien, il faut passer une information, ce qui s'appelle une continuation. Donc ça, c'est une solution qu'on peut faire quand les threads sont chers, quand dans des vieux systèmes. Mais dans les systèmes modernes, on essaye d'éviter ça parce que ça complique le code. Okay? Donc il est plus simple d'utiliser les threads. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc ça c'est tout pour le message passing. Je vais maintenant faire un petit détour. Je vais maintenant faire un petit détour et passer du message passing à un tout autre sujet. Je vais parler de gestion de mémoire et ramassage de miettes, garbage collection. Donc, j'ai dit que je voulais parler de ça. Donc, je vais maintenant vous parler de ça. C'est un très bel exemple de comprendre un système avec la sémantique. Et comme ça, en plus, c'est très important de comprendre le garbage collection. Donc, vous allez avec ça, j'espère, beaucoup mieux comprendre ce que ça fait réellement, un garbage collection. Donc, ce que je vais faire, on va donc utiliser la sémantique pour expliquer une exécution. Et c'est la gestion de mémoire, memory management, que je vais expliquer avec la machine abstraite. Donc ça, c'est pour tous les paradigmes. Donc c'est un sujet qui ne s'applique pas seulement au message passing, mais à tout ce qu'on a vu dans le cours. C'est complètement général, ça s'applique à tous les paradigmes. Et pour vous donner un peu de contexte, on a déjà expliqué le last call optimization, l'optimisation terminale avec la machine abstraite. On voit que la taille de la pile n'augmente pas si l'appel récursif est le dernier appel. Mais maintenant, on va utiliser la sémantique pour aller un peu à la vitesse supérieure. C'est un peu plus subtil, c'est plus intéressant aussi, à mon avis, pour expliquer le garbage collection. Donc, pour vous introduire ça, je vais commencer par un petit exemple et on va voir l'exécution et on va voir ce qui se passe. Donc, regardez un petit programme, Loop 10. Loop 10, c'est un programme un peu bête. Hein? Il va tester si i égale 10. Ah, il faut un else là, désolé, il y a un else qui manque. Else, il va faire browse de i, il va afficher i, il va faire un appel récursif avec i plus 1. Donc, si on fait loop 10 de 0, il va afficher les entiers de 0 jusqu'à 9 et après il va s'arrêter. C'est assez bête, mais on va voir ce qu'il fait dans les mémoires, dans l'état d'exécution. Donc, il faut que je donne une partie de ça. Donc, il y a plein de formules, mais je vous explique. On commence par l'appel principal, loop 10, 0, avec un environnement. Je ne vais pas donner tous les détails. Certains trucs, je vais les mettre en symbole, avec une mémoire sigma. Il y a la définition du browse. Je ne vais pas tout dire là. Je vais juste focaliser sur les nouvelles variables qui se créent. Donc, quand on fait loop 10 de 0, on va passer sur la partie else du if, et donc on va faire browse i et loop 10 i plus 1. Ça, ce sont les deux appels là-dedans. Vous voyez qu'on a créé une variable que je vais appeler i0 en mémoire, et l'identificateur grand I fait référence à i0, et le i0 a une valeur 0. Et après, il va afficher 0, il va faire donc l'appel récursif, et après, de nouveau, il va passer sur la partie else, mais là, une nouvelle variable locale est créée, donc l'identificateur i maintenant va faire référence à cette nouvelle variable qui est ajoutée à la mémoire sigma, et on continue comme ça. À un certain moment, juste avant d'afficher le 9, bon, on a un i9 là, qui est égal à 9, et il y a d'autres variables qui sont toujours en mémoire. Donc les i0 jusqu'à i8 ici sont toujours en mémoire, mais on n'en a plus besoin. Vous voyez ça? Et donc vous pouvez observer deux choses ici. D'abord, la taille de la pile est constante, donc c'est l'optimisation terminale qui est toujours ici.
Mais la taille de la mémoire, sigma, continue à devenir plus grande, à croître. Mais la plupart de ces variables ne sont utilisées que pendant un petit moment, après on n'a plus besoin. Donc l'idée, c'est comment enlever les variables, donc i0 jusqu'à i8, dont on n'a plus besoin pour le calcul. Ça, c'est en un transparent le problème et l'idée, la chose que nous allons faire. Ok, pour expliquer ça, je vais vous parler un peu plus en général de la façon dont la mémoire d'un programme est gérée par le système d'exploitation et par les processeurs. Donc, un programme s'exécute dans un process, dans un système d'exécution, et en fait, c'est un ensemble de mots, memory words, on appelle ça des mots, et je dis ensemble, souvent ce sont des arrays, des vecteurs indexés avec l'adresse, mais ça peut être des petits bouts qui ne sont pas contigus. Il y en a parfois d'autres bouts pour les piles et d'autres bouts pour des heaps et des choses comme ça. Donc en général, c'est un ensemble de mots dans lequel le programme s'exécute, et chaque mot dans un ordinateur actuel est un vecteur de 64 bits, donc ça fait environ 18 chiffres décimaux, c'est pas mal. Dans les ordinateurs un peu plus vieux, c'est 32 bits, mais les 38 sont maintenant épuisés. Donc les mots sont donc utilisés pour représenter la pile et la mémoire, sigma, et les cellules et les variables. Donc la machine abstraite que nous voyons est donc représentée en mémoire par des mots. Je ne vais pas vous dire exactement comment ils sont codés. Si vous voulez, vous pouvez regarder dans les systèmes Mozart. Et tous les systèmes ont ce genre de codage, mais tout est représenté par des mots. Et quand un processus commence à s'exécuter, le système d'exploitation, le operating system, lui donne un ensemble initial de mots. Par exemple, 64 mégabytes ou 4 mégabytes. Souvent, c'est assez petit pour ne pas déborder. Cet ensemble, on peut l'augmenter ou réduire avec des appels système. Donc, si le programme voit que c'est pas assez, il peut faire une demande officielle au système d'exploitation pour en avoir plus, et le système d'exploitation peut dire oui ou non pour ça. Mais pendant l'exécution, il ne fait pas toujours ce genre de demande. En général, il s'occupe lui-même et il gère les mots dont il a l'usage lui-même pour faire ses calculs. Donc ça, c'est le contexte. Et dans ce contexte, un mot a un cycle de vie. Donc chaque mot dans la mémoire peut être dans certains états. Quand le programme démarre, au tout début, tous les mots sont libres, free. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore utilisés dans les programmes. Quand le programme a besoin d'un mot, il demande un mot de l'ensemble des mots libres. Il fait ce qu'on appelle une allocation et le mot devient actif. Ça veut dire qu'il fait partie d'un programme. Il est utilisé pour représenter partie de l'exécution. Après un certain temps, le mot, peut-être qu'on n'en a plus besoin. On a vu les variables i0 jusqu'à i8. Peut-être qu'on n'en a plus besoin et le programme n'a plus besoin du mot. Et il y a deux possibilités là. Le programme peut savoir qu'il n'a plus besoin du mot. Par exemple, si le mot est utilisé pour représenter une instruction sur la pile, si on enlève l'instruction sur la pile, on sait qu'on n'a plus besoin de ce mot parce qu'on a enlevé l'instruction de la pile. Donc si le programme sait que le mot, il n'en a plus besoin, il va tout de suite le désallouer, c'est-à-dire le rendre libre. De nouveau sur le pool des mots free. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Il est souvent le cas que le programme ne sait pas si le mot est
s'il a besoin du mot ou pas. Si on a une grande structure de données et on a des pointeurs vers différentes parties, et on fait un calcul et on enlève un pointeur, hein, par exemple le variable, on fait une affectation ou autre, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a toujours un autre pointeur. Il y a peut-être un alias, ça veut dire qu'une entité on peut en avoir besoin de différents endroits. Donc, le programme, quand localement, il n'a plus besoin d'un mot, il ne peut pas savoir, en général, si le mot est libre ou pas. Pour la pile, il peut le savoir, mais pour le reste, pour la mémoire, les heaps, ou pour nous, on appelle ça la mémoire, il peut, en général, ne pas le savoir. Et ça, c'est le problème. Donc, ce sont les mots dont on n'a pas besoin, le programme n'a pas besoin, mais il ne sait pas. Ce sont des mots qui sont devenus inactifs. Mais en fait, avec une vue divine, on peut voir que le mot n'est plus utilisé, mais le programme, il ne le sait pas. Et pour le savoir, il doit exécuter un algorithme. Nous allons voir ça. Donc, on veut récupérer, donc reclaim, on veut récupérer ces mots inactifs, bien sûr, parce que sinon, ça fait un problème. Ou on le fait à la main, manuellement, ou on le fait par un algorithme qui va déterminer si le mot est inactif ou pas. Ok? Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Ça, c'est les idées de base, les trois états. Donc je retourne dans les questions. Donc il y a les questions. Question, les pointeurs en C. Oui, un pointeur en C, c'est comme une cellule. Le pointeur, c'est le nom de la cellule, et ce qui est stocké dans la mémoire, hein, quand on suit le pointeur, c'est le contenu. Donc un pointeur en C, sémantiquement, c'est exactement une cellule. Et effectivement, si le programme a besoin du pointeur, il peut accéder à la contenu, il aura aussi besoin du contenu. Donc, les pointeurs en C, c'est quelque chose dont on doit vraiment s'occuper là. Hein? C'est très important. Il y a une deuxième question avec une priority queue. Ah, non, ça c'est... Un priority queue, c'est totalement autre chose. Non, on ne peut pas le savoir. C'est pas que quand un mot devient inactif, ça dépend de l'exécution du programme. Il n'y a aucune manière simple de le savoir. Ok? Je ne sais pas si je réponds à la question, mais un programme peut faire plein de calculs et un mot fait partie de ce calcul. À un certain moment, le programme n'a plus besoin de ce mot. Ce n'est pas une propriété facile à savoir. Ce n'est pas un truc facile. Et on va voir, pour comprendre ça, il faut faire un algorithme. OK? Donc, la question, c'est la gestion d'attribution des pointeurs. Donc, bien sûr, si on a un ensemble de mots libres, un free pool, et quand on veut un mot, il y a un algorithme qui me décide quel mot me donner ou pas. Je ne vais pas parler de cet algorithme-là. Hein. Peut-être qu'on veut éliminer la fragmentation, il y a d'autres, augmenter la localité. Mais en fait, pour moi, quand il y a un ensemble de mots libres et j'ai besoin d'un mot, on peut me donner n'importe quel mot. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'autre sens. Quand le mot n'est plus utile pour le programme, comment le renvoyer dans l'ensemble des mots libres. OK? Donc, je vais... Question. Si un entier est stocké sur 8 bits, on est obligé d'utiliser un mot de 64. Ah, ça c'est une bonne question. Un entier de 8 bits, c'est un entier qui va jusqu'à 255 ou 127 si c'est en complément à 2, mais 64 bits c'est 8 fois trop. Et donc c'est du gaspillage. Eh bien, ça dépend du compilateur. Il y a des compilateurs très malins qui peuvent stocker 8 entiers dans un mot de 64. Un string, une chaîne de caractères par exemple, il y a des façons compactes de le stocker. Par contre, le processeur a plus de travail pour les récupérer parce que quand il
charge un mot de 64 bits, il a besoin d'un petit bout de 8 à l'intérieur. Il faut faire un travail pour le prendre. Mais le processeur, il est construit pour être le plus efficace possible sur le mot de 64 bits. Donc les mots, si on veut gérer les mots de 8 et les stocker de façon plus efficace, ça donne un peu de surcoût. Donc les processeurs sont vraiment faits actuellement pour être le plus efficaces si ils gèrent les tailles naturelles de 64. Donc, mais ça, c'est un peu hors de contexte pour ce cours. Je vais retourner dans les slides. On va expliquer ce que nous allons faire maintenant. Donc, vous avez vu le cycle de vie. Vous avez vu qu'il y a 3 états. Libre, actif quand le mot est utilisé, et inactif, le mot est toujours là en mémoire, mais le programme n'en a plus besoin. Mais en fait, on ne sait pas. Ça, c'est les 3 états. Alors, on doit récupérer, reclaim, on doit récupérer. Et c'est important de le faire correctement. Si on récupère un mot qu'on ne devrait pas, ou inversement, c'est un problème. Et ça fait 2 types de problèmes dans l'autre sens. Suppose que je récupère un mot, et je pense qu'il est inactif, mais il est toujours actif. Je pense que le programme n'en a pas besoin, mais en fait, oui, le programme a toujours besoin. Ça fait ce qu'on appelle un dangling reference. C'est un pointeur vide, un pointeur vers un mot qui est dans le free list et qu'on va plus tard réallouer, mais n'importe quoi dedans. Donc, vous voyez que c'est pas une bonne chose. En général, ça fait planter le programme. Ça, c'est assez grave. Le programme va assez planter. C'est difficile à trouver parce que le programme, l'endroit où il se plante peut être très loin de l'endroit où on libère le mot. Donc, l'endroit où il y a le bug peut être très loin de l'endroit où on voit le problème. Okay? Donc, un dangling reference, c'est difficile à débugger. Un autre problème, l'inverse, c'est ce qu'on appelle une fuite de mémoire, une memory leak. C'est quand on ne récupère jamais un mot, mais le programme n'en a pas besoin. Mais ça va gonfler la taille du processus, parce que on ne va jamais le récupérer, mais comme le programme n'a pas besoin, ce mot, il est là, il occupe de l'espace pour le programme, mais il ne sert à rien. Mais si on en fait trop, ça va bloquer les ressources de l'ordinateur. Et il y a 2 possibilités où le processus lui-même, il se plante. Si le système d'exploitation, il a une limite par processus de la taille, ou les ressources de tout l'ordinateur peuvent être épuisées, exhaust the computer's resources, et ça c'est l'ordinateur complet qui se plante. C'est ce qui est arrivé avant. Dans les ordinateurs actuels, le système d'exploitation est relativement discipliné et la plupart des cas, c'est le processus qui se plante. Après, il gonfle. On peut voir, sa taille commence à devenir très grande. À certains moments, c'est trop, il se plante. Alors, il est très important donc de bien faire la récupération. Pour la fuite mémoire, il y a un exemple que j'aime bien de ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Kirikou et la sorcière. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, il y a la bête qui boit l'eau, le monstre qui boit de l'eau. Vous vous souvenez de ça dans la source? Qui gonfle pour toujours. Bien, ça c'est une fuite mémoire. Ça c'est une bonne intuition là-dessus. Donc, la récupération, il y a 2 possibilités. Ou on le fait à la main, manual reclaiming, ou on le fait avec un algorithme automatique, et c'est ça le garbage collection. Manual reclaiming, ça peut marcher. Il y a des langages qui font ça. Par exemple, C++, c'est des vieux langages, mais la plupart des langages modernes utilisent le garbage collect. Dans certains cas, la récupération manuelle peut être importante. Par exemple, quand on fait des pilotes, des drivers, et on a besoin vraiment de gérer chaque instruction processeur de façon très très fine. Et là, on fait du manual reclaiming, mais ce sont des cas rares. La plupart des gens ne vont pas écrire des pilotes. Okay? Donc ça, c'est pour
l'importance de la récupération. Je vous montre notre petit exemple là. Vous vous souvenez, l'exemple que je viens de montrer, on arrive là et on a les variables dont on n'a plus besoin. Et on peut voir le cycle de vie maintenant de ces mots-là. Pour la pile, quand la pile réduit en taille, on peut immédiatement désallouer les mots. Les mots deviennent libres tout de suite. Donc la gestion, on n'a pas besoin d'algorithme compliqué, c'est très simple. La gestion de mots sur la pile est vraiment immédiate. Par contre, pour la mémoire, là je parle de sigma 1, c'est la mémoire des variables, mais c'est pareil pour sigma 2, la mémoire des cellules. Cette mémoire ne va jamais réduire en taille dans la sémantique que nous avons vue jusqu'à maintenant. On peut ajouter des variables, mais une variable ne disparaît jamais. Et c'est pareil pour les cellules. On ajoute une cellule et la cellule ne disparaît jamais. Alors la question, si c'est comme ça, comment fait-on? Si les variables et cellules sont inactifs, d'abord il faut qu'on trouve lesquelles pour les récupérer. Donc comment est-ce qu'on peut trouver ça? Donc je passe un petit moment sur le chat. Ça va? C'est clair le problème? Hein? Caraba la sorcière, oui. Pourquoi elle est méchante? Ça, c'est une autre question. Je connais la réponse à cette question. Hein? Elle a eu des problèmes pendant sa jeunesse, mais après, elle devient mieux, gentille. Mais en fait, on va parler de mots inactifs, des fuites mémoire, et comment gérer des monstres comme la bête qui boit l'eau. Donc, je vais passer sur transparent pour ça. En fait, on a donc la mémoire qui ne va jamais réduire en taille. Par contre, la pile n'est pas un problème. Le stack, la pile, c'est pas un problème. La pile dirige l'exécution, il y a toutes les instructions et la gestion de la pile est simple. C'est la mémoire qui est le problème. Alors, la question, quand est-ce qu'un mot devient inactif? Eh bien, il devient inactif quand le programme n'en a pas besoin. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, on peut être plus précis. On ne peut pas l'atteindre à partir de la pile. Donc, l'exécution d'un programme est dirigée par la pile, ou les piles, s'il y a des threads, mais par la pile. Toutes les instructions qui s'exécutent sont sur la pile. Donc, l'exécution est dirigée par la pile et les données dont le programme a besoin, ce sont des données qu'on va accéder à partir de la pile. Donc, s'il y a une variable sur la pile, il y a des environnements sur la pile, donc il y a des variables, eh bien, ces variables, on va en avoir besoin. Donc, voici un exemple. Ça, c'est l'exemple que nous avons vu. On voit que sur la pile, il n'y a que la variable i9. Donc, les 9 autres variables, i0 jusqu'à i8, n'existent pas sur la pile et donc sont donc inactifs. OK? Vous voyez, il n'y a que le i9 là. Un autre exemple pour vous montrer que ce n'est pas aussi subtil. Voici un exemple, browse i. I fait référence à la variable K1. K1, c'est une liste avec C, K0, C égale 6 et K0 égale nil. En fait, le browse va afficher la liste 6 bar nil. La liste qui est représentée par les variables K1, C et K0. Ce sont 3 variables actives qui sont atteignables à partir de la pile. Donc, même indirectement, parce que la pile voit K1, mais K1 est connecté avec C et K0. Donc, si on a besoin de K1, on a aussi besoin de C et K0.
Mais on voit par contre que les variables K2 et B ne sont pas accessibles, même pas indirectement de la pile. Donc K2 et B sont donc inactifs. Okay? Et donc vous voyez un peu, on commence par les variables sur la pile, on va regarder les variables qui dépendent de ces variables-là et on a continué jusqu'à balayer tout, ça s'appelle un point fixe, jusqu'à balayer tout, et tout ce qui reste, tout ce qu'on n'a pas touché, est inactif. Okay? Donc ça, c'est l'algorithme qu'il faut faire. Vous voyez que ce n'est pas un algorithme super simple. Hein? Donc, je passe un petit moment sur le chat. Vous voyez l'idée? On regarde les variables sur la pile, on les suit, on regarde en mémoire, mais une variable sur la pile peut être liée à d'autres variables en mémoire. Hein? Et on doit suivre et continuer à suivre les variables, les chaînes comme ça, jusqu'à ce qu'on a tout balayé. Et une fois qu'on est sûr d'avoir tout balayé, tout ce qui reste est inactif. Vous voyez que ce n'est pas totalement simple comme algorithme, et il faut faire très attention de ne pas se tromper là-dedans. OK? Donc, je vais vous regarder ça un peu plus formellement. On va définir ça précisément. Donc, pour trouver des mots inactifs, en fait, toute l'exécution de programme est déterminée par la pile. Toutes les instructions qu'on va exécuter sont sur la pile. Donc, tous les mots qu'on utilise pour représenter des variables et des cellules qui sont atteignables, reachable, à partir de la pile, directement ou indirectement avec une chaîne, tous ces mots-là sont actifs. Et tous les autres qui ne sont pas atteignables sont inactifs. Donc, pour les trouver, on a besoin donc d'un algorithme qui fait ça. Techniquement, on appelle cet algorithme fait une fermeture transitive d'un graphe qui est la relation d'atteignabilité, the one-step reachability relation. Je vais vous définir ça. Donc, chaque variable peut référencer d'autres et en un pas, mais il faut continuer et balayer tout, et quand on est sûr que tout est balayé, on a fait une fermeture. Ça s'appelle un algorithme de transitive closure. Donc, on va vous donner une définition formelle de ça. Et après, c'est simple. On fait cet algorithme, et tout ce qui est touché par l'algorithme, on garde. Tout ce qui n'est pas touché est inactif et peut être libéré. Donc, voici la relation d'atteignabilité, reachability relation. Je vais vous définir ce que va calculer l'algorithme de garbage collection. Donc, on suppose un état d'exécution. Donc, à un moment donné, on regarde l'état d'exécution, il y a une pile ST, il y a une mémoire sigma. Sigma, il y a deux parties. Il y a la mémoire des variables, qu'on a appelé la mémoire affectation unique, et il y a les mémoires des cellules, le cell store. On peut aussi parler du port store, c'est pareil que le cell store. On va supposer deux ensembles, V sigma, c'est l'ensemble de toutes les variables dans sigma, et VST, c'est l'ensemble de toutes les variables sur la pile. Là, on ne s'intéresse pas aux liens, aux environnements, non, pas du tout. C'est juste les variables. On s'intéresse aux variables uniquement. Donc, on va définir la relation qui fait un pas de reachability, un pas. Donc, X peut atteindre Y si X est lié à un record et Y, c'est un argument du record dans sigma 1. Donc, une façon d'atteigner, c'est que X est lié à un record et toutes les variables dans ce record sont donc atteignables à partir de X. X reaches Y. Il y a une autre possibilité, X reaches Y,
si x double point y est dans le cell store. Si x est une cellule et son contenu est y. À ce moment-là, c'est pareil, on peut atteindre y à partir de x. Vous voyez que ça marche pour les cellules et les variables. Affectation unique, affectation multiple, aucune différence. C'est l'atteignabilité, c'est les variables qui sont dans la mémoire à un moment donné. Donc ça, c'est un pas. Et maintenant, on va faire un point fixe, on va faire des chaînes. Donc une variable dans V sigma est atteignable s'il existe un chemin, un path. Un chemin, c'est une séquence de relations. X peut atteindre x0, peut atteindre x1, peut atteindre x2, peut atteindre xn-1, peut atteindre x de toute longueur, du moment qu'il existe une chaîne telle que x0 est sur la pile, c'est en VST, et xi-1 peut atteindre xi pour tous les i. Donc ça, c'est la définition formelle. Et donc l'algorithme doit donc calculer ça. En général, il y a plein d'algorithmes de garbage collection qui font des calculs de ça. Et ça dépend de différentes choses. Il y a des algorithmes de garbage collection plus ou moins efficaces et plus ou moins qui prennent eux-mêmes de la mémoire. Un des problèmes de l'algorithme de garbage collect, c'est l'algorithme lui-même a besoin de mémoire et normalement on va l'exécuter uniquement quand on est plein, quand la mémoire est presque en train de déborder. On va essayer de faire le garbage collect. Mais comment on le fait? Parce que le garbage collect lui-même a besoin de mémoire. Donc c'est pas un problème simple, ok? Mais c'est un problème qu'on peut résoudre, mais c'est pas simple. Et après, on fait l'algorithme, et après, c'est simple. Toutes les variables qu'on peut atteindre restent actives, et tous les autres sont inactifs, et on les rend libres. Voilà. Ça, c'est reachability. Donc, si on regarde de nouveau notre cycle de vie, on commence par un état d'exécution, ST sigma. Un mot devient inactif quand il est directement ou indirectement pas atteignable de la pile, et c'est pas une propriété simple. Un programme qui s'exécute ne sait pas immédiatement, en général, quand un mot devient inactif. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet algorithme. En fait, c'est une condition globale qui a besoin d'un algorithme de fermeture transitive pour déterminer si un mot est inactif. Et tous les mots qu'on utilise pour représenter des variables et cellules inactives peuvent être libérées. Cet algorithme est un algorithme complexe. Il y a des livres entiers, il y a des cours entiers sur les algorithmes de garbage collection. Vous pouvez regarder ça sur Wikipédia ailleurs. Et en plus, cet algorithme prend un certain temps pour s'exécuter. Ce temps, ça fait une pause dans le programme. Donc un programme peut ne pas trouver ça acceptable. Un programme qui reçoit des choses du réseau, s'il se bloque pendant 50 ou 100 millisecondes pour faire le garbage collect, ça peut être inacceptable. Donc, il faut gérer ça. Donc, il y a des techniques pour ça. On peut couper le garbage collect en des parties plus ou moins petites qui prennent plus ou moins du temps. On peut rendre le garbage collect complètement incrémental. Il y a plein d'astuces pour gérer ça. Mais vous voyez que ce n'est pas un problème simple, parce qu'il faut décider quand exécuter l'algorithme, et il ne faut pas attendre trop longtemps, parce que quand la mémoire déborde vraiment, eh bien, c'est peut-être trop tard pour utiliser le garbage collect. Donc, ce n'est pas un problème simple, le garbage collect. Mais les systèmes actuels ont des solutions à ça. On regarde maintenant dans notre exemple, qu'on a déjà vu 2 fois. Pour la 3e fois, le même exemple, on arrive ici, en état d'exécution avec variable i9, et on a i0, i1 jusqu'à i8. Et là, j'ajoute un autre type de flèche dans l'exécution, une flèche qui fait garbage collect. En fait, cette flèche prend un état d'exécution, ça tourne le garbage collect, ça libère, donc ça fait disparaître
toutes les variables inactives et ça renvoie un autre état d'exécution. Ici, il n'y a que le I9, vous voyez. Donc, l'algorithme de garbage collect, il prend un état d'exécution, il s'exécute, il renvoie un autre état d'exécution. Il va enlever toutes les variables inactives. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a aucune influence sur l'exécution. Le programme ne le voit même pas. Le programme va donner les mêmes résultats avec garbage collection ou sans. C'est clair, parce que le garbage collection envoie des variables qui ne sont pas atteignables, et du coup, le programme ne les voit pas. Donc, on peut l'exécuter à n'importe quel moment, sans que ça donne un problème. Bien sûr, c'est le temps du garbage collect qu'il faut compter, mais l'exécution restera correcte. Le garbage collect n'a aucune influence sur l'exécution du programme. Ok, je vais passer rapidement au chat là. Ça va? C'est clair? Donc, il y a quelques questions. Je vais répondre aux questions et après, on va faire une petite pause. Question. Est-ce valable pour une exécution qui n'est pas déterministe? Oui, tout à fait. Bien sûr, le garbage collect prend du temps et ça peut un peu déstabiliser le scheduler qui regarde l'horloge, mais sinon, c'est totalement correct. L'exécution du garbage collect lui-même est déterministe. Un garbage collect est un algorithme déterministe. L'atteignabilité d'une variable est une condition déterministe. OK. Autre question. One-step reachability, elles sont atomiques. Non, ce n'est pas un programme concurrent. C'est normalement, ce qu'on fait, c'est que pour exécuter le garbage collect, on arrête le programme, on fait le garbage collect, et quand il est terminé, on redémarre le programme. Donc ça, c'est une façon. On peut faire un garbage collect concurrent qui s'exécute en même temps que le programme. Ça, c'est un tout autre problème. Là, bien sûr, il faut faire attention, parce qu'il y a plein de petits problèmes de programmation concurrente dans ce cas. Mais on va supposer, pour fixer que le garbage collect ne s'exécute pas en même temps que le programme. OK, autre question. Est-ce qu'un algorithme de garbage collection est spécifique à un langage donné? C'est clair, si tu prends Java, il a son garbage collector à l'intérieur. Si tu prends Python, il a son garbage collector à l'intérieur. Mozart aussi, il a son garbage collect à l'intérieur. C'est les concepteurs du langage, les implémenteurs du langage, qui décident de quel algorithme de garbage collect utiliser. Et ça peut être des algorithmes très différents, c'est clair. Donc, on peut regarder les documentations sur le JVM pour regarder quel est l'algorithme utilisé par Java pour son garbage collect, mais en principe, ce n'est pas le même que Python. Les implémenteurs Python, ils ont réfléchissent dans leur coin et peut-être qu'ils utilisent un autre algorithme. Donc, il y a plein de différents algorithmes de garbage collect. Autre question. Si le garbage collector est si compliqué et il prend du temps, pourquoi ne pas le faire manuellement à chaque fois? Eh bien, pourquoi est-ce que le programmeur ne fait pas la gestion manuelle? Bonne question intéressante. Eh bien, parce que c'est extrêmement chiant de faire la gestion manuelle et le programmeur se trompe. Peut-être que si le programmeur se trompe et il va libérer un truc qui n'est pas vraiment libre, boum, le programme se plante. Ou il peut oublier de libérer un truc, pouf, fuite. Ça arrive très, très souvent. Donc, en fait, c'est une lourde tâche pour un programmeur. Donc, on aime beaucoup le garbage collect. Et dans un système moderne comme Java, c'est très bien conçu. Ça prend presque pas, dans le temps d'exécution, on va presque pas voir qui y dérange. Donc, il est très bien géré. On a ce qu'on appelle un garbage collector générationnel.
Hein? On va diviser les données en âge, des vieux machins, des trucs qu'on a créés récemment, des trucs complètement neufs, des données complètement neuves. Et on dit que il y a une phrase, les objets meurent jeunes. Et ça veut dire qu'un objet qu'on vient de créer, s'il va devenir inactif, il va le faire très rapidement. Donc on peut commencer le garbage collect par les trucs tout récents. Et les très vieux objets ont tendance à vivre très longtemps, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup de garbage collect. Donc avec ça, on peut beaucoup optimiser, réduire le temps de garbage collect. Autre question? C'est une autre question sur l'examen. Avez-vous des informations supplémentaires pour l'examen? Un examen écrit. Pas tout de suite, je vais vous le donner, vous inquiétez pas. Ce sera pour l'examen. Vous allez avoir un logiciel et il y aura des séances d'installation, de tests pour vous familiariser. Mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Autre question générale. Sur YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos. Est-ce que vous avez des liens qui mènent exclusivement aux vidéos, qui parlent de la matière? Non, je n'ai pas de lien spécifique, sauf quand les messages Moodle, je mentionne certaines vidéos. Mais bien sûr, il peut y avoir d'autres vidéos qui parlent de la même matière. Par exemple, les anciennes vidéos des MOOC, mais je n'ai pas une gestion particulière de ces liens. Question sur le garbage collect. Pourquoi ne pas rendre chaque variable locale dans un scope et la supprimer en dehors de la range? C'est ça, on fait local x in, de sur x, end. Et après, le problème c'est qu'après le end, on ne peut pas forcément enlever la variable. Si la variable fait partie d'une liste, et si cette liste est utilisée ailleurs, c'est pas que entre le local et le end que la variable est utilisée. Hein? Il peut y avoir ce local end peut aller être à l'intérieur d'une procédure, et on peut être en train de calculer le résultat qui serait une liste, et les listes peuvent vivre en dehors du local end. Hein? Donc tout ce qui est dans la mémoire sigma n'est pas forcément mort après le end dans lequel il est déclaré. C'est justement le problème. Hein? Dans certains cas, il l'est. Ça peut être un truc dont on n'a plus besoin, hein, une variable temporaire, mais ça peut être une partie du résultat. À ce moment-là, il ne meurt pas et il continue à être utilisé en dehors du local end. Ok? Donc, justement, c'est une très bonne question. Hein? Entre local end, parfois, le compilateur peut déterminer que certaines variables deviennent inutiles. Et à ce moment-là, on a gagné quelque chose. Mais en général, c'est très difficile. Parce que ça dépend si la variable, quelque part, fait partie d'un résultat de calcul, ce qui se fait dans le local end. Ok? Donc, c'est justement le point sensible. Ok, une dernière petite question. La date de l'examen est-elle maintenue? Pour l'instant, oui. Pour moi, je pense qu'il y aura, sauf exception, il n'y aura pas de changement de date de l'examen. Ok, je vais maintenant faire une petite pause de 5 minutes. Je vais muter mon microphone. Ne coupez pas la connexion. Et si vous avez d'autres questions sous le cœur, je vais y répondre après la pause. Donc, on fait maintenant une petite pause de 5 minutes.